suis Frédéric Pajac pour Trousp. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous? Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Donc juste un problème dans le monde de surpopulation. J'essaierai de faire en sorte que les gens arrêtent de faire des enfants. Les décourager. Pas avec des méthodes autoritaires si possible, mais je pense que ça devient un problème d'avoir trop de monde sur cette terre. Quel est le meilleur moment pour dessiner? Ça dépend quel dessin en fait. Quand moi je fais des dessins dans mon atelier et je fais des dessins dans la nature. Alors quand je fais des dessins dans la nature, par exemple dans la montagne, il faut qu'il n'y ait pas de vent, il faut qu'il fasse beau, pas trop chaud non plus, mais il ne faut pas qu'il fasse... voilà, il faut que le ciel soit bleu, que tout soit dégagé. C'est le meilleur moment pour dessiner, parce que dessiner dans la nature, c'est toujours... c'est autre chose que dessiner dans un atelier, devant une table. Et moi, dans mes livres, tous les dessins de nature sont faits dans la nature. Donc les arbres et tout ça. Donc j'aime bien aussi dessiner au bord d'un fleuve ou d'une rivière ou au bord d'un étang. J'aime bien dessiner les reflets des arbres dans l'eau. C'est un grand plaisir. Je l'ai fait aussi beaucoup en peinture, ça. Et je prends mon chevalet et je peins comme les impressionnistes. Je peins comme les peintres du dimanche. Je peins sur le vif, comme on dit. Et ça j'aime beaucoup. Dessiner dans mon atelier, voilà, c'est quand même très physique. On ne bouge pas, on est crispé, on n'arrive pas à respirer. C'est très contraignant le dessin en fait. Mais pas dans la montagne. Pourquoi raconter la vie des laissés pour compte des artistes malmenés? D'abord parce qu'on la raconte pas, ou pas assez. Et puis même les artistes malmenés, au fond, deviennent les grands artistes de l'histoire, de l'art. Si je prends l'exemple de Van Gogh, sur lequel j'ai écrit et dessiné, ben Van Gogh, il était persuadé de la place qu'il prendrait dans l'histoire de l'art. Et il savait exactement, il était une sorte de maillon entre, je dirais, Delacroix et puis les fauves qui allaient venir, ou les expressionnistes. Donc il savait que cette place était la sienne. Donc pourquoi écrire là-dessus? Parce que justement, c'est quelqu'un qui malgré l'ignorance dans laquelle les gens étaient à son égard, c'est quelqu'un qui savait que sa peinture lui survivrait, quoi. Et donc, sinon pour les laisser pour compte, on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est vrai que les Juifs, quand ils ont été exterminés, après la guerre, tous ceux qui ont été exterminés, il y a des noms qui sont gravés dans des lieux de mémoire. Et je trouve qu'on devrait faire la même chose avec les gens qui ont travaillé sur les grandes œuvres de l'humanité, par exemple les pyramides. On aurait dû mettre le nom de tous les gens qui ont transporté des pierres, parce que ça suffit pas d'être un architecte et de faire des plans, il faut que quelqu'un fasse tout ça, que ce soit réalisé. Et donc, les laissés pour compte, c'est aussi ceux qui ont fait des grandes choses de l'humanité. Et on ne dit jamais, c'est comme pour les batailles en fait. Pourquoi on voit après la guerre de 14 ou de la Seconde Guerre mondiale, on voit ces champs de tombes anonymes, souvent anonymes, ou ces fosses communes, etc. Et puis évidemment, un Napoléon, on va le mettre au Panthéon. Mais je trouve que l'humanité, c'est l'humanité, c'est pas juste quelques privilégiés.
Quel est votre principal défaut? J'en ai tellement des défauts que le principal, je ne vois pas lequel. L'impatience. Je crois que j'ai vécu trop longtemps à Paris, et à Paris, on passe son temps à attendre. Attendre le métro, attendre le bus, attendre les rendez-vous, attendre que les gens arrivent chez vous, attendre d'être servi à table. C'est un handicap, c'est plus qu'un défaut, c'est un handicap. Quelle est votre drogue favorite? Je ne me suis jamais drogué, donc ma drogue favorite, ce serait le Bordeaux, je pense. J'adore le vin de Bordeaux, mais maintenant que j'habite dans le midi de la France, il n'y a pas de vin de Bordeaux où j'habite, ça n'existe pas, où il est très mauvais. Donc je suis obligé de boire du vin du midi, du Côte-du-Rhône, je sais pas quoi. Puis en fait, je m'aperçois que j'aime pas tellement ça. Donc je crois que je vais arrêter de boire du vin rouge. Mais en fait, la drogue, ça me dérange pas, mais ce que je trouve épouvantable, c'est la dépendance. Moi, j'essaye, par exemple, j'aime beaucoup l'alcool, mais je bois pas tous les jours, et je fais vraiment attention à ne pas boire tous les jours, à pas que ça devienne une habitude. J'essaie d'éviter l'heure de l'apéritif et tout ça. Bon, pas quand je me promène, quand je suis en voyage, mais là, je me laisse aller. Mais chez moi, je fais très attention. Là, pendant le confinement, j'ai pas bu du tout d'alcool, par exemple. Et ça me manque pas, et je suis content que ça me manque pas, parce que ça me dérangerait tout à coup d'être... alors, j'ai beaucoup fumé, je fumais 5 paquets de cigarettes par jour, donc j'étais un excessif, je suis un excessif, donc j'ai arrêté du jour au lendemain, c'était terrible. Mais justement, en fait, j'habitais à Paris, et puis il y avait le dimanche, je devais aller me fournir, moi j'achetais que des cartouches de cigarettes, et je devais aller me fournir en cigarettes. Et donc j'allais acheter ma cartouche, ou mes 2 cartouches, et puis il n'y avait qu'un seul tabac ouvert le dimanche. Et il y avait deux files. Il y avait une file avec les gens qui jouaient au loto, et la file des fumeurs. Et la file était jusque dehors. Et on était 30 personnes par file à peu près, quoi. Et puis j'étais là dans cette file de fumeurs, on sentait tous le tabac, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est ridicule. Et donc j'ai décidé d'arrêter de fumer. Je me suis dit, je vais arrêter dans 1 an exactement, parce qu'il faut que je trouve le moyen d'arrêter de fumer. Je ne pourrais pas arrêter tout de suite comme ça. Et donc, je suis allé voir un guérisseur en Suisse qui m'a fait une imposition des mains et qui m'a mis un produit dans le nez, des herbes, enfin, des choses comme ça, et puis qui m'a endormi. Et je suis sorti de chez lui, plus jamais fumé de cigarette. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que je rêve tout le temps que je fume. Et donc je me réveille, je suis assez content parce que j'ai beaucoup fumé. Et donc ça me suffit d'avoir fumé en rêve. Donc au fond, je suis resté, parce que vraiment c'était une drogue pour moi, le tabac. Moi je me levais, à la fin du petit déjeuner, j'avais fumé un paquet. Et j'adorais ça. Hein. Moi j'ai arrêté vraiment parce que je trouvais ça ridicule. Mais j'avais pas de problème de santé à l'époque. Enfin, ça m'a pas créé de problème de santé. Et puis c'est pas parce que j'ai tout fait, pas du tout. Je trouvais ça très bon, je trouvais ça délicieux. Moi, je fumais pas trop loin les cigarettes, j'aimais pas le côté chaud de la cigarette, quoi. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Moi, je dirais mes dessins. J'ai fait quelques milliers de dessins, ça me rendrait mes dessins et ceux de mes amis qui sont au mur, quoi. Mais je sauverais les dessins, les meubles, je m'en fous. L'ordinateur, je m'en fous. Même mes manuscrits, je m'en fous. Mais les dessins, non, ça me ferait de la peine. J'ai les tableaux de mon père au mur, tout ça, des dessins d'amis. Ouais. Je dirais même que des fois on souhaite quand même que tout brûle.
Comment imaginez-vous les années 2050? Alors, oulala, moi j'ai 65 ans, on est en 2020, ça fait dans 30 ans, ça ferait 95 ans, quoi. Donc moi, c'est pas les années que j'imagine, c'est moi dans ces années. Dans quel état, j'aurais à 95 ans? Ça me dérangerait pas de vivre une expérience, l'expérience de l'extrême vieillesse. Je pense que c'est une expérience intéressante, quoi. Et si je suis en bonne santé, ça me dérangerait pas de vivre ça. J'ai eu des amis très âgés. J'ai mon ami Paul Nison qui a passé 90 ans maintenant, que je fréquente beaucoup, qui est le seul écrivain que je fréquente. Et j'ai connu un peu Cartier-Bresson, parce que j'ai fait un livre comme éditeur avec lui, et donc il avait 95 ans par le tour. J'ai eu Tetsu, qui était un grand dessinateur d'humour, qui avait aussi 95 ans. J'allais tous les mercredis le voir, et le samedi à midi aussi. En 2050, par contre, je pense qu'on sera sur une terre très abîmée. Les gens sont angoissés, sont conscients, sont très conscients de ce qui se passe. Et au fond, ils élisent des représentants qui ne font rien. En tout cas, qui ne font absolument pas ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, quoi. 2050, je vais tellement pollué déjà Quand je vois les déchets dans la mer et tout ça, je trouve ça. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui jettent encore une bouteille de plastique dans la mer. J'arrive pas à comprendre l'irresponsabilité des gens. Et je pense tant qu'on n'est pas dans un système qui essaie de résoudre tout ça, mais on n'est pas. On va droit dans le mur, quoi. On va vraiment droit dans un mur, en tout cas, ça c'est sûr. Donc après, je sais pas. En même temps, je me vois pas dans un EHPAD. Hein. J'ai la chance de faire un métier que je pourrais faire jusqu'à. Je vois pas de retraite, quoi. Ça n'existe pas la retraite pour moi. Je crois que je dessinerai jusqu'à ce que. De toute façon, les dessinateurs dessinent jusqu'au dernier moment. Vraiment jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus, quoi. Les écrivains aussi. Ce qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui s'améliorent avec le temps. Il y en a aussi qui s'améliorent pas du tout, mais il y a des écrivains qui écrivent des très belles choses quand ils sont âgés, quoi. On apprend plein de choses sur soi-même en vieillissant. Moi, j'écris beaucoup de choses autobiographiques, de pages autobiographiques. Et l'autobiographie, ça permet aussi de se voir enfant, ou adolescent, ou jeune homme, etc. Et on s'aperçoit qu'on est plusieurs personnes dans une vie. Moi je me vois comme un étranger, quoi, chaque fois. Je me dis, c'est quelqu'un d'autre qui a vécu à ma place. Parce que, en fait, mon regard a changé, quoi. Mon regard sur les choses et sur moi-même a totalement changé. Quel est votre romancier préféré? Alors, pour moi, c'est Cesare Pavese. Alors, sans aucune hésitation, pour moi, c'est le grand écrivain. En plus, il a écrit des livres qui ne sont pas trop longs. Bon, j'aime beaucoup Tolstoï, évidemment, mais Pavese, c'est celui qui me touche profondément, c'est l'écrivain de la mélancolie, c'est l'écrivain de l'Italie du Nord, c'est l'écrivain de Turin, c'est l'écrivain des langues, c'est l'écrivain de la région des langues, c'est l'écrivain comment on appelle ça, du désenchantement. Et il y a une sorte de jouissance dans ce désenchantement. Il y a une jouissance dans la mélancolie chez Pavese. C'est dommage qu'il soit suicidé. Je ne comprends pas très bien qu'il soit suicidé parce qu'en fait, il avait tellement de choses à dire et il était tellement exaltant que. Oui, ça, la Pavese. J'aime moins son journal d'ailleurs. C'est pas ce que je préfère. J'aime vraiment ses romans. Quel est l'auteur suisse, de quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? Paul Budry, tout de suite. C'est mon écrivain suisse favori. Bon, j'aime beaucoup Walzer, j'aime bien Nison évidemment, mais Budry, j'aime beaucoup son petit autoportrait, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, autobiographie, où il parle de ça quand il naît à Cuilly.
Après, quand il se retrouve à Vevey, où il devient médiocre, je trouve qu'il a un humour, il a un humour extraordinaire et c'est une très belle langue. Après, moi, je me suis toujours dit que c'est lui qui a influencé Céline. Je pense que Hardy chez les Vaudois, c'est vraiment un texte complètement parlé, complètement proto-célinien. Et je sais que Céline aimait Ramu, et je pense qu'il a dû lire Budry aussi, parce qu'il a dû lire les Cahiers Vaudois, ou découvrir et Budry, c'est le plus inconnu, enfin le plus méconnu, je veux dire, des écrivains suisses. Très peu de gens le lisent. On connaît plus Saint-Gria, on connaît évidemment Ramu, on connaît. Bon, moi j'aime bien aussi certaines pages d'Amiel. Si Benjamin Constant est un Suisse, j'aime beaucoup Benjamin Constant. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Bon, j'aime pas tellement la bière, mais avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire? Alors, est-ce que c'est pour discuter avec lui ou pour l'écouter? Si c'est pour l'écouter, ce serait Tolstoï. Si c'est pour discuter avec lui, ce serait Dostoïevski. Mais non, mais je sais pas, j'aime les écrivains très différents. Apollinaire, ça m'aurait beaucoup plu de connaître Apollinaire. Je pense que c'était quelqu'un de très bonne compagnie. Qui c'est que j'aimais? Joseph Deltel. Ça me ferait. Oui, Joseph Deltel au coin de sa cheminée, près de Montpellier. Là, ça m'aurait beaucoup plu de le rencontrer. En plus, lui, il buvait du vin et pas de la bière. Ouais, Deltel, je dirais. Qu'on lit pas assez aussi, Deltel. On est en train de l'oublier. Quelle qualité préférez-vous chez un homme? La générosité, ça, sans aucune hésitation. Moi, je déteste les rades. J'ai connu des gens, ils avaient toujours la monnaie pour payer leur café. Donc, ils ne pouvaient même pas payer un café à quelqu'un. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de quantité. Moi, je m'en fous, l'argent m'intéresse pas. Mais quelqu'un qui compte ses sous, qui est même souvent c'est des gens qui ont de l'argent en plus. Donc la générosité, c'est vraiment j'adore les gens généreux. Généreux de leur temps, généreux de tout, attentionnés, tout ça. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Alors ça, c'est une question qu'on a déjà entendue. Qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? Merci. Merci d'être venu. Quel est le son, le bruit que vous aimez entendre? Je crois le ronronnement de mon chat. Je trouve que j'adore les chats quand ils ronronnent. Quel philosophe vous accompagne? Nietzsche, sans aucune hésitation. Ouais, il m'accompagne depuis ma jeunesse. Je l'aime toujours autant. C'est quelqu'un qui m'émeut, en fait. Sa vie, tout. J'aime bien ses excès, son originalité. Moi, ce que j'aime bien chez les auteurs, c'est que j'aime bien que les gens me soient étrangers. Au fond, que je sois tellement différent d'eux, que je les comprenne pas, que j'ai envie de les comprendre, les connaître. Dans mes livres, tous les auteurs dont je parle, des artistes, je suis pas du tout proche d'eux. Mais pas du tout. Par contre, j'ai une curiosité. Ils excitent ma curiosité. Mais c'est la même chose pour Van Gogh, par exemple. Moi, je me sens pas du tout proche de sa peinture. Je crois que j'aime pas ça, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup ouais, il m'intrigue. Il m'intrigue beaucoup. Je le trouve courageux. Je le trouve exemplaire, en fait. Et je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose à la peinture, mais c'est pas ce que j'aime dans la peinture. Ses dessins, j'aime beaucoup les dessins au roseau, là, je les trouve très beaux. Quel tableau célèbre aimeriez-vous dans votre salon? Déjà, il faudrait que j'ai un grand salon, parce que celui que j'aimerais, ce serait les Ménines de Velázquez, sans hésiter. Mais bon, il faudrait que j'ai un salon royal. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Alors là, je déteste tellement de choses que je suis quelqu'un de la détestation. Moi, je suis tout à fait quelqu'un qui déteste. Je déteste Picasso, par exemple. Voilà.
Ça c'est vraiment, ça m'horripile la peinture. Cette insensibilité, autant d'insensibilité dans un seul homme, m'horripile. J'aime pas ni le personnage, ni ses propos. Je trouve ridicule, je ne cherche pas, je trouve ça d'une vanité, mais d'une vanité. Et je déteste sa peinture. À Paris, il y a au moins 4-5 expositions par an de Picasso. C'est comme s'il n'y avait plus que Picasso dans l'histoire de l'art. Il y a tellement de peintres qu'on ne connaît pas, qu'il faut découvrir. Il y a tellement... Moi, je connais bien la peinture, enfin, c'est vraiment une de mes passions, quoi. Mais je trouve ça tellement injuste, tous ces peintres qu'on ne montre pas, mais c'est terrible, vraiment terrible. Moi, je pourrais vous citer, je sais pas, des dizaines de peintres qu'on ne voit jamais. Je ne vous ai jamais entendu parler d'eux. Et des grands peintres du passé, du présent. Quel est votre oiseau préféré? Ouais, j'aime bien le héron cendré. Je trouve que c'est un très bel oiseau. Et là, moi, je vis en Camargue, enfin, à Arles. Et il y a évidemment les flamants roses qui sont quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire, les flamants roses. Mais les hérons cendrés sont moins spectaculaires, mais c'est des oiseaux très gracieux. On se demande comment ils tiennent debout. Enfin, c'est vraiment les prodiges de la nature, quoi. Mais tous les oiseaux, j'aime beaucoup les oiseaux. Vraiment, je trouve ça. Dans quel animal n'aimeriez-vous pas être incarné, réincarné? Les chiens, moi j'aime pas les chiens. Les chiens, ça obéit. C'est trop dépendant. Dépendance, c'est affreux les chiens. À la niche les chiens. Quelle est votre couleur préférée? Le noir. C'est deux gars qui disaient si j'avais mieux vu les choses, j'aurais peint en noir. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ma compagne, mes amis, faire des livres, faire des films, monter des expositions, voyager. Je suis quelqu'un d'heureux. Et c'est la dernière. Comment dessine-t-on un arbre? Alors moi, je copie jamais un arbre. Je me mets toujours dans la nature, ou dans un parc, dans un jardin. Je commence à dessiner un arbre et très vite, c'est comme si c'était l'arbre qui me dessinait, quoi. L'arbre dessine tout seul. Il y a plus de... Je copie jamais un arbre, alors que si je fais un portrait, j'essaie de faire quelqu'un de ressemblant. Mais un arbre, ça devient une accumulation de traits, de tout petits traits. Voilà. Puis ce que je cherche au fond quand je dessine un arbre, et je le dessine en noir et blanc, je cherche la lumière. Je recherche la lumière qu'il y a entre les traits, tout ça. Je fais une sorte de... On dit toujours que je dessine que mes dessins sont très noirs, mais on oublie de dire qu'il y a beaucoup de gris. Il y a toutes les nuances du gris que je fais avec des hachures et tout ça. Et quand je dessine des arbres, il y a évidemment énormément d'hachures, et il y a une lumière qui... Quand je suis arrivé à cette lumière, pour moi, l'arbre est présent. Tant qu'il n'y a pas cette lumière, l'arbre est éteint. Voilà. C'est comme ça que je dessine un arbre. Et voilà.